Bienvenue sur Parole d'expert, le podcast dédié au monde des affaires. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de penseurs et acteurs clés du monde entrepreneurial. Que votre objectif soit de développer, transmettre ou revitaliser votre entreprise, ce podcast est votre allié. Alors prêt à découvrir les secrets des meilleurs? Restez avec nous, c'est parti! Ok, alors salut Maxime et puis bienvenue dans le podcast Parlons Expert. Merci Frédéric. Je suis très heureux, très heureux de te recevoir. Alors pour qu'on puisse situer un peu notre relation, on s'est jamais rencontrés encore. En effet, physiquement en tout cas. C'est ça. On s'était parlé au téléphone sur la possibilité de travailler ensemble parce qu'on a des métiers qui sont assez liés. Nous, on est des directeurs financiers externalisés. Et toi, tu vas nous en parler de ce que tu fais. Alors bon, c'est un métier qui fait partie du grand monde de la transmission d'entreprise. Je suis gérant d'un cabinet en rapprochement d'entreprise. Alors j'avais pris les devants justement et j'avais pris contact avec toi et tes services sans te connaître parce que j'ai l'habitude aussi de travailler avec pas mal de partenaires et j'ai la chance dans mon métier et dans ma spécialité de ne pas avoir trop de concurrents. Voilà. Ok, super. Alors l'idée de ce podcast, c'est de parler ensemble de sessions d'entreprise. Le but, c'est de donner un maximum de valeur à nos auditeurs. Donc on s'adresse finalement, parce que c'est important de le préciser, aux gens qui cèdent une entreprise, mais aussi aux gens qui veulent reprendre une entreprise ou ceux qui veulent faire une croissance externe pour faire grandir leur boîte plus vite. C'est les grands, les personnes qui vont s'intéresser à ce sujet-là particulièrement, qui est relativement précis, qui est passionnant mais complexe, et tu vas nous en parler avec quelques exemples. Mais globalement, c'est vrai qu'on ne vend pas une entreprise comme on vend une paire de chaussures. Il y a des choses à savoir, et le but de notre échange finalement, c'est de donner un maximum d'informations sur ce sujet pour que l'entreprise soit transmise dans les meilleures conditions, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de rupture de service, qu'il n'y ait pas de sujets sociaux parmi les salariés, parce que moi, de mon point de vue, c'est une grosse responsabilité que d'accompagner une session, parce que c'est pas juste une boîte, une personne morale avec un sirène, c'est plein de gens, plein de familles qui dépendent aussi de la vie de cette entreprise. Oui, d'ailleurs, rien que dans le terme, on ne parle pas de vente, on parle souvent de transmission. Exactement. Et on parle de transmission, et quand tu parlais des personnes qui écoutent, a priori qui pourraient écouter le podcast, et notamment des cédants, des repreneurs et des entreprises qui sont orientées sur la croissance externe, c'est typiquement les personnes que je côtoie au jour le jour. Et au niveau de la transmission, les dirigeants se sentent, au-delà de la vente, une responsabilité sociale justement par rapport à ce qu'ils ont créé. C'est beaucoup, alors je travaille principalement auprès de micro-entreprises, donc on a un dirigeant qui a un management direct avec ses salariés, donc bien sûr ils se sentent responsabilité par rapport à eux et leur famille, parce qu'a priori il les connaît tous. Malgré tout, il y a aussi, au-delà de ça, des relations partenariales beaucoup plus larges avec des fournisseurs, avec des clients. Et donc, voilà, tout ça, en fait, on essaie de le préserver un maximum. Et une transmission qui est bien faite doit garantir un petit peu cette continuité. Alors justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, une transition bien faite, parce que c'est le but, clairement. Peut-être qu'on peut parler des cas où la transmission devient compliquée, pour un certain nombre de raisons. Ce sera les cas à éviter, on va dire. Et puis après, on parlera des choses peut-être à faire pour éviter ça. Et toi, et c'est pour ça qu'on est là pour en parler, c'est que tu as plein de cas d'usage. Oui. Tu as quand même quelques années d'expérience derrière toi. En effet. Tu as vu un certain nombre de boîtes être cédées ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce que tu retiens, toi, dans les choses qui n'ont pas fonctionné, qui ont rendu les choses compliquées ? Alors, il y a des choses que je n'invente pas, notamment au niveau statistique. Alors, c'est sûr que là, je vais parler des entreprises vraiment les plus petites. Et il y a une statistique qui est incroyable, c'est qu'il y a un tiers des entreprises de moins de 5 salariés qui se transmet. Ça en dit long, en fait, sur la difficulté. Et c'est un peu contre-intuitif. Parce que des fois, on dit plus c'est petit, plus c'est facile. Non, en fait, c'est pas du tout le cas. Avant d'avoir créé mon cabinet, il y a 7 ans maintenant, j'ai
eu une expérience dans la transmission aussi, mais au sein d'un institutionnel, c'est en fait la Chambre de commerce et d'industrie. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans, une bonne boutique aussi, où j'ai appris pas mal de choses, mais j'ai appris aussi des choses qui fonctionnaient plus ou moins bien. Et j'ai pu observer sur le marché cette énorme difficulté en fait pour des dirigeants de petites entreprises. Alors avec énormément de respect comme je l'ai toujours eu pour eux, parce qu'ils ne travaillent pas moins que dans les plus grosses entreprises. Je serais tenté de dire quelquefois qu'ils travaillent sur des choses plus difficiles, plus fatigantes au quotidien. Mais ce qui est sûr, c'est que la récompense de tout ce travail, c'est quelquefois de trouver personne en face pour acheter. Alors on est dans un pays dans lequel la transmission familiale ne fonctionne pas très bien. Si on compare à d'autres pays très proches comme je sais pas, l'Italie, l'Allemagne, où on a une certaine continuité familiale, en France c'est pas le cas. Il y aurait un sujet à part entière sur cet aspect-là. Malgré tout, on doit trouver un acheteur extérieur à l'entreprise et là commencent les difficultés. Et les difficultés sont très nombreuses quand on a une petite entreprise. À commencer par le fait que si l'entreprise est petite, c'est souvent parce qu'elle n'a pas réussi à se développer au-delà d'un certain niveau. Si elle n'a pas réussi à se développer, c'est-à-dire que la configuration, elle est quand même encore beaucoup basée autour. En fait, on a une configuration où le dirigeant fait tout. Il n'est pas forcément sur les aspects opérationnels. Il n'est pas forcément sur le terrain, mais il a toutes les décisions qui passent par lui. C'est une polyvalence extrême, et c'est cette polyvalence qui va rendre extrêmement compliquée la transmission. Donc on va avoir un dirigeant qui veut vendre, il faudra trouver quelqu'un qui soit en mesure de le remplacer sur un laps de temps relativement court, et cette personne devra avoir en fait pratiquement aucun défaut, si je puis dire. Elle devra être aussi bien technique, commerciale, manager, et en fait toutes ces compétences sont difficiles à trouver dans une seule personne qui n'a pas la même expérience que le cédant. Bien sûr. Alors tout ce que tu viens de dire résonne chez moi pour plein de raisons, notamment parce que notre réseau, je ne sais pas si je te l'avais dit, mais on existe aussi en Italie, et c'est le même modèle économique. Et on voit bien qu'effectivement les transmissions d'entreprises sont plutôt intrafamiliales. Mais c'est vrai que si on reprend ce que tu viens de nous dire, en fait, le cédant, il cherche dans les générations d'après, il n'y a pas de repreneur. Il cherche parmi les salariés, il n'y a pas de repreneur. Non plus. Et il est obligé de se tourner vers l'externe. Et là, c'est compliqué parce que finalement, il veut trouver la perle rare de quelqu'un qui va finalement lui ressembler, parce qu'il va tout savoir faire. Son clone. Il va imaginer son clone. Et ouais. Et c'est là où ça devient très compliqué, parce qu'en plus, il y a un sujet générationnel, parce que le repreneur, nécessairement, il va être, logiquement, il va être plus jeune. Oui. Voilà. Logiquement, oui. Donc forcément, câblé différemment. A priori. Alors c'est carrément le cas. Ouais. Il va y avoir un aspect générationnel. Le cédant, il est prêt à passer le cap. En général, j'ai pas trop de difficultés par rapport à ça. Il s'est bien rendu compte que de toute façon, lui, il a lui-même des enfants qui ne reprennent pas. Il a lui-même des salariés qui ne sont pas forcément la même génération. Enfin, c'est ce que je lui souhaite au moment de la vente. Et donc, il a quand même une conscience de cet aspect-là. Mais la difficulté, c'est qu'on cherche malgré tout quelqu'un qui est proche d'être son clone, que ça n'existe pas, et qu'on rajoute une difficulté, c'est la discrétion nécessaire. Parce qu'on est dans un pays dans lequel, alors il n'y a pas une opposition, dans une petite entreprise, il n'y a pas une opposition entre le salarié d'un côté et le patron de l'autre, enfin les salariés et le patron, ils vivent ensemble et ça se passe relativement bien. Malgré tout, on est dans un pays, alors je ne connais pas l'Italie, mais en France, la peur du changement est très réelle chez les salariés. Et si on leur met dans la tête qu'il y a un moment un changement d'actionnariat, il y a un changement de patron, ça peut chambouler énormément, et sur une petite structure, ça peut la mettre dans une grande difficulté. Donc on cumule sur une petite entreprise cette difficulté à trouver une personne avec beaucoup de compétences différentes, qui, tout en restant extrêmement discret. Donc a priori, il faudrait quand même communiquer de façon plus large, et on ne peut pas le faire comme on veut. Et en plus, on est sur des petites structures dans lesquelles on n'a pas des moyens illimités. Donc voilà, tout ça fait que c'est pas forcément intuitif, mais en matière de transmission, plus l'entreprise est petite, et plus c'est compliqué finalement. Ouais. Alors, sans donner la recette magique ou les ingrédients secrets de ton métier, mais ça paraît compliqué quand même de trouver un repreneur
sans dire que la boîte est à vendre. Ça se fait très bien. C'est un peu l'idée. Hein. C'est l'idée, mais ça se fait très bien. Le marché est bien organisé malgré tout. On travaille en fait en donnant des niveaux d'information différents en fonction de... En fait, il y a des passages obligés, comme au début en fait on communique plutôt de façon très générale sur une opportunité de cession dans un domaine d'activité. On n'est pas précis sur la localisation. Ouais, tu précises pas le lieu, il n'y a pas le nom de l'entreprise évidemment. Donc c'est ça comme se fait, la bande-annonce d'un bien. film, à part que ça en dit encore moins. Ouais. Donc on peut rassurer les gens qui nous écoutent en disant si vous mettez votre boîte en vente, ça restera complètement confidentiel. Parce que c'est hyper important ça, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont jamais vendues pour cette raison-là, parce qu'il y a ce frein. Ah, mais si les gens savent que je vends ma boîte, c'est fini pour moi en fait. Oui. On a les extrêmes en fait. Dans les petites entreprises, parce que bon, il y a des entreprises que j'accompagne et qu'on peut apparenter à de l'artisanat en fait. Et il y a des dirigeants, ça se voit dans les commerces notamment aussi. Alors c'est pas les publics que j'accompagne, mais eux le font. C'est qu'ils n'ont pas peur finalement de communiquer. Parce qu'ils se rendent bien compte que c'est extrêmement difficile de trouver un acheteur. Donc on retrouve des annonces sur le bon coin. Ça arrive. Ah oui. Et là on est vraiment sur les petites entreprises. Mais dès qu'on arrive sur dès qu'on arrive sur des entreprises déjà d'une certaine taille, ou en tout cas qui sont accompagnées par des intermédiaires en transmission, il n'y a plus de sujet parce que on communique de façon extrêmement discrète. Et je dirais, quel que soit l'interlocuteur, que ce soit un institutionnel comme une chambre de commerce, une chambre de métier, ne va pas non plus faire l'erreur de communiquer un nom. Donc on fait tous les intermédiaires font extrêmement attention parce que c'est une grande crainte des cédants. Et là, je peux tout de suite lever la crainte dans le sens où la première des précautions qu'on prend sur un dossier, c'est comment on va assurer la discrétion totale dessus. Bien que le risque zéro n'existe pas, il faut quand même en avoir conscience. Je dis le risque zéro n'existe pas parce qu'on peut se barder de ce qu'on veut, on peut faire signer des accords de confidentialité. C'est quelquefois arrivé qu'il y ait une information qui fuite. Ça arrive. Le risque zéro n'existe pas, on prend d'énormes précautions. C'est bien que tu dises ça comme ça. Je préfère pas ce sont des cas extrêmement rares. La principale façon d'éviter ce risque, c'est quand même d'avoir un timing sur la vente. Parce que si on est très discret, et je l'observe sur le marché tous les jours, notamment parce que je travaille beaucoup dans les secteurs du BTP, tout le monde connaît tout le monde sur les secteurs géographiques donnés, et il n'y a pas besoin de passer une annonce pour qu'il y ait un moment une information qui se diffuse sur un tel, il commence à avoir de l'âge et ça des visites sur un tel. Ça s'appelle de la déduction, là, c'est même plus de la fuite d'informations. Mais c'est clair que si on commence en fait à prendre le temps en se disant tiens, je vais vendre, mais je ne suis pas précis du tout, parce que la plupart des dirigeants aiment leur métier. Donc la transmission, c'est toujours compliqué de dire je vais me décider aujourd'hui à rentrer dans un processus de vente. Donc je commence à en parler à droite à gauche. Et alors là, c'est fini. Tout le monde commence à connaître le dossier. Et ce qui est horrible, c'est que si le dirigeant ne prend pas ces précautions-là et justement qu'il reste seul, l'entreprise perd de la valeur parce qu'on sait qu'elle est à vendre. Évidemment. Et tiens, tu es vraiment très très fort en transition parce que justement, on va parler de valeur si tu es d'accord, parce que c'est un des gros sujets. Évidemment, on a un vendeur qui veut vendre le plus cher possible et un acheteur qui veut acheter le moins cher possible. Et souvent, il y a des éléments, on va dire, hors bilan qui font que c'est compliqué de se mettre d'accord. Et notamment, pour avoir accompagné beaucoup de dirigeants, c'est une boîte qu'ils ont créée de leurs propres mains, ils y ont passé leur vie, ils y ont laissé 1 ou 2 ou 3 mariages, c'est pas rare, parce que la vie d'un chef d'entreprise, c'est ça en fait, c'est un investissement de tous les jours, et forcément quand on doit le vendre, on estime que ça a une valeur incroyable. Oui. Toujours. Et puis l'acheteur, il se dit, ouais, mais attends, le truc, ça vaut rien, ça dégage pas de résultats. Enfin, tu connais l'histoire. Alors je ne serais pas aussi, je n'irai pas dans les extrêmes, mais ce qui est sûr, je grossis le trait pour, voilà. Oui, j'aime bien parce que on respecte bien l'idée générale du marché avec un dirigeant. Les intérêts sont contradictoires et bien sûr, le repreneur, lui aussi, dans son intérêt, et ses conseils vont l'inciter de toute façon à réfléchir de cette façon-là, parce que l'acheteur, lui, il peut avoir un coup de cœur aussi sur un dossier.
Et oui, c'est comme une maison. Quand on achète une maison, tout à fait. on regarde plus le prix. Quand c'est la maison de nos rêves, de toute façon, il n'y a plus de sujet de prix. Alors c'est l'avantage de la transmission d'entreprise et de la reprise d'entreprise, c'est que la maison, on peut étaler le paiement sur des années et des années. Au niveau transmission, au niveau reprise d'entreprise, on a des limites. Donc il y a des limites au niveau du financement, C'est vrai. ce qui fait qu'il y a pas mal de garde-fous et qu'il y a certains repreneurs qui peuvent avoir un coup de cœur sur une entreprise. Ça existe aussi, comme dans l'immobilier, Bien sûr. et qui vont vite se faire remettre en fait en phase avec le marché parce que il y a des conseils qui sont là aussi pour les accompagner. D'où l'intérêt aussi pour un repreneur, que ce soit une personne physique ou que ce soit dans le cadre d'une croissance externe. Parce que les dirigeants qui sont dans une phase de croissance externe minorent souvent cet intérêt de se faire accompagner aussi. Oui, ils estiment qu'ils sont légitimes à le faire seuls parce qu'ils ont réussi sur une boîte ou deux déjà, Oui. ou 3 ou 4 d'ailleurs, il n'y a pas de limite, mais ils estiment qu'ils savent faire. Or, c'est vrai que c'est bien d'avoir un tiers de confiance qui va être là pour permettre que les intérêts qui sont a priori au départ divergents puissent être convergents finalement. Oui. C'est ça. Et le prix n'est pas le seul élément d'ailleurs. Ah non, il est loin d'être le seul élément, mais l'avantage que j'ai notamment quand j'accompagne sur la croissance externe, j'accompagne sur la croissance externe, mais pas sur la partie négociation, j'accompagne sur la partie sourcing, parce que c'est vraiment mon activité, c'est vraiment le rapprochement. Ouais. Après, c'est une agence matrimoniale de la cession d'entreprise. Oui, si tu veux, Stéphane Plazo mythique ou ce qu'on peut donner. Bon, il y a des aspects différents, bien sûr, mais oui, c'est de rapprocher une offre et une demande. Et selon la personne pour qui je travaille, en fait, je vais créer des opportunités dans leur intérêt. Si je travaille pour la croissance externe, mon objectif, c'est de sourcer plusieurs entreprises qu'on puisse les comparer, et inversement pour un cédant, c'est d'avoir plusieurs acheteurs. Alors voilà, c'est ça. C'est que l'avantage de faire appel à quelqu'un comme toi, c'est de faire monter les enchères quand on est vendeur et d'essayer de minorer le prix d'achat quand on est acheteur. Et c'est pour ça que tu dois à tout prix prendre position pour l'un ou l'autre, mais avec la volonté de toute façon que ça se fasse. Alors, oui, dans mon intérêt économique aussi. Donc, parce qu'il y a une partie de ta rémunération qui est liée au résultat. Sur le sourcing de cible, c'est quasi que de la variable. Voilà. Donc, clairement, je choisis mes dossiers, faut être très clair aussi. Et mes clients. Donc, j'irai plus loin que toi sur ça va jouer sur la valeur. Alors la question de la valorisation, c'est un sujet hyper sensible parce que, comme tu disais, il y a un aspect irrationnel qu'on ne peut pas forcément facilement gérer. Même pour un professionnel qui est chevronné, c'est quand même toujours un sujet un petit peu sensible. Dans les cas que je traite, on est sur des toutes petites entreprises et clairement, la notion de valeur, elle n'est plus forcément la même. C'est-à-dire que elle est la même dans le sens où mathématiquement, tu vas avoir à peu près les mêmes formules de calcul, mais elle n'est plus exactement la même parce que le marché, pour une plus grosse entreprise, est plus favorable au niveau de la vente. Il y a plus d'acheteurs potentiels. Si tu as une PME à vendre qui est bien organisée, qui est sur son marché, avec la ressource humaine compétente, elle va avoir potentiellement un intérêt, il y aura de l'appétence sur le marché, que ce soit de la part de gros groupes, de PME, voire de personnes physiques avec des moyens assez importants. Donc ça, c'est moins un sujet. Et c'est vrai que là, la valorisation, clairement, on peut la faire monter. Parce qu'on fait jouer la concurrence du côté des acheteurs. Au niveau des petites entreprises, c'est un petit peu plus compliqué. C'est qu'il y a une réalité de marché qui fait qu'on ne va pas forcément réussir à faire monter beaucoup la valorisation d'entreprise en mettant du monde. Ce qu'on va réussir, c'est surtout à sécuriser la transmission de l'entreprise en ayant plusieurs propositions de rachat. Donc il y en aura une qui sera plus favorable bien sûr que les autres et qui sera choisie par le cédant. Mais c'est qu'on va gérer aussi le timing de la vente parce que surtout quand on parle de croissance externe, eh bien l'acheteur, il peut avoir un intérêt stratégique fort, mais s'il sent qu'il est seul sur le dossier, il a d'autres chats à fouetter. Donc il peut en fait aussi se dire ok, mais moi c'est pas mon urgence première, j'ai ça. Voilà. Donc le travail que je vais faire de créer justement cette émulation au niveau du dossier, c'est que on va avoir une offre raisonnable qui va être formulée et on va avoir un timing qui va être contrôlé. Et comme je disais, avec un timing qui est contrôlé, on a un avantage aussi, c'est que le dossier sera moins longtemps sur le marché, avec moins de risques de diffusion d'informations.
On sait ce que ça donne, hein, une annonce sur le Bon Coin qui a déjà 1 an, on se dit bon, c'est qu'il n'a pas trouvé d'acheteur, je vais casser le prix, c'est exactement la même chose. Exactement, tu peux rajouter le Bon Coin, mais ça peut être sur Fusac, ça peut être aussi sur Autre Entreprise. Il y a plusieurs fascicules ou systèmes d'annonces. Et alors, j'aime bien quand même préciser, c'est que quelquefois l'annonce ne fonctionne pas. Et c'est. Alors, des fois, il y a des intermédiaires qui oublient de la retirer. Mais quand je parle d'une annonce d'une entreprise, je parle d'une entreprise, ça, c'est un petit conseil pour les repreneurs. C'est vrai que quelquefois, on a des jolies annonces, mais il n'y a plus de dossier derrière. Mais dans la plupart des cas, en effet, les entreprises restent longtemps sous forme d'annonce. Ça ne veut pas dire que l'entreprise, elle n'est pas vendable, elle n'est pas présentable. Ça veut dire simplement que ce canal-là en fait n'est pas efficace par rapport à la vente. Et ça, c'est un petit peu difficile à vivre pour un cédant parce qu'il se dit si ça ne marche pas, il n'y a rien qui marche. Et c'est un peu. Il ne faut pas se décourager, il faut faire appel à des gens comme toi. Alors, je ne suis pas un sauveur, je n'ai pas de baguette magique. J'ai un processus, en effet, j'ai un métier de processus où je vais avoir une approche beaucoup plus dynamique pour trouver des acheteurs. L'idée, c'est, j'aime bien utiliser cette image, c'est qu'une bouteille d'eau, ça coûte 3 fois rien quand on va en grande surface. Mais si tu es au milieu du désert et que ça fait ça fait 2 jours que tu n'as pas bu, clairement, tu es prêt à tout donner pour l'avoir. Voilà. Alors, c'est peut-être pas dans des extrêmes pareils, mais ce qui se passe, c'est que les entreprises sont là qui proposent le dossier et ça dépend aussi du moment auquel on présente le dossier, parce que tu peux présenter le dossier à une entreprise très dynamique en croissance externe, mais qu'elle vient de faire une acquisition. Et oui, et qu'elle a plus la place. Donc il y a plein de choses qui entrent en jeu. Donc le boulot, c'est plutôt de se dire quelle stratégie on va mettre en place, vraiment très large, très dynamique, pour rapprocher, proposer l'opportunité. Et c'est là qu'on voit que, en effet, alors qu'il n'y avait aucun résultat qui est obtenu sur un passage d'annonce, eh bien on approche. Alors ça peut paraître impressionnant, mais je peux approcher sur un dossier 150 à 200 entreprises. C'est énorme. C'est énorme. Hein. C'est pour ça que c'est un métier de processus parce que, bien sûr, si tu vends Instagram, tu n'as pas des millions d'acheteurs. Mais si tu es sur une toute petite entreprise. Facebook l'a déjà racheté. Et voilà, tu sais pas qui t'adresser. Et plus c'est petit, plus tu as potentiellement du monde qui peut s'intéresser au dossier. Ouais. Parce que tu prends par exemple la petite boîte de plomberie avec 4-5 salariés, qui a des contrats d'entretien, qui est bien propre, qui est bien saine. Bon, ok, il n'y a pas que des avantages, mais ça va intéresser des boîtes de plomberie sur d'autres secteurs géographiques, des boîtes de plomberie sur le même secteur, mais avec d'autres types de clients qui veulent se diversifier. Et ça peut intéresser une boîte de gros œuvres qui veut avoir la possibilité de répondre sur des lots différents. Donc, c'est ça qui fait que, bien sûr, au début, ça paraît impressionnant, mais c'est la difficulté de trouver des acheteurs qui justifie justement ce Bien sûr. Ben justement, on va parler maintenant à chaque groupe d'individus, c'est-à-dire les acheteurs et les vendeurs, hein, puisque tu accompagnes les deux et les deux ont besoin d'avoir quelques éléments. Alors, quand on est acheteur, tout à l'heure on a parlé du prix. Moi je pense qu'un acheteur, quand il s'adresse bien à un vendeur, il n'y a pas que le prix justement. Oh Est-ce que tu peux peut-être donner quelques tips aux gens qui nous écoutent pour dire, voilà, le prix, peut-être qu'on peut on peut parler des salariés, de la reprise des salariés, de la reprise des murs, d'un contrat, d'une garantie active-passive, d'une location-gérance. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui sont possibles, mais je ne suis pas sûr que les repreneurs potentiels le savent. Oui, alors ça dépend, et ça c'est la difficulté pour un repreneur, ça dépend énormément du cédant. Il y a toujours une question de curseur, c'est-à-dire qu'il y a des cédants qui vont mettre au niveau de la vente, ce qu'ils recherchent dans leur transmission d'entreprise, il y en a qui vont mettre le curseur vraiment du côté du prix. Ça arrive, on ne va pas se cacher, il y en a qui cherchent simplement le mieux disons niveau prix. Ouais, mais entre faire à n'importe quel prix et ne pas faire du tout, à un moment donné, faut savoir mettre ce qu'il faut sur la table. Oui, et c'est toujours compliqué parce que tu as des dirigeants qui mettent le curseur du côté du prix, qui essayent qui essayent d'en avoir le maximum, et je suis d'accord avec toi, c'est extrêmement difficile, et ils se mettent en danger. Ils se mettent en danger parce que si ce prix il est déconnecté par rapport au marché, et ça, la déconnexion par rapport au marché, elle est mouvante, on va dire.
il faut voir ça dans un marché dynamique, c'est-à-dire que tu prends le marché il y a 1 an, les prêts bancaires il y a 1 an, tu prends les prêts bancaires aujourd'hui, tu prends les conditions bancaires, tu prends les... On va recevoir des banquiers justement pour en parler parce que c'est un vrai sujet ça. C'est un vrai sujet et moi c'est vraiment le discours que je tiens auprès de mes clients de toute façon, c'est qu'on peut se faire plaisir en râlant sur tout ce qui nous entoure. Hein. Alors souvent c'est plus l'État, les salariés, il y a plein de sujets pour un dirigeant, de sujets de mécontentement, mais malgré tout on doit tout le temps faire avec les gens. Et notamment sur la transmission où on fait avec beaucoup de gens, dont les financeurs. Voilà, donc évidemment. Je reviens sur cette valorisation. Oui, il y en a qui auraient le curseur de ce côté-là, mais clairement, je suis d'accord avec toi, c'est pas forcément la bonne solution. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en avant justement au-delà du prix ? Sur quoi on peut jouer ? Alors, il y a le périmètre, c'est-à-dire que quelquefois, il faut être très attentif pour un repreneur à ce qui va motiver le dirigeant à la vente. Et quelquefois, c'est le rassurer sur le fait qu'on va rester locataire de son immobilier. Évidemment. Parce qu'il va le communiquer. Hein, désolé de refaire de la pub pour notre podcast, mais on va faire un épisode sur l'immobilier d'entreprise précisément, ou un moyen de développer le patrimoine des dirigeants. Gros sujet parce qu'il y a tout un sujet autour de la retraite du dirigeant et il veut sécuriser. Au-delà de la transmission, il faut bien comprendre que derrière, il ne faut pas qu'il ait peur du vide et qu'il y a un gros sujet patrimonial, il y a des sujets de retraite. Donc le dirigeant, il ne veut pas être déclassé, il ne veut pas se retrouver pauvre du jour au lendemain. Évidemment. Et ça, dans les motivations à choisir un repreneur, celui qui lui apportera le plus de garanties justement de lui maintenir ça, ça va énormément faire avancer les choses. Et là, c'est vrai qu'on quitte un petit peu la notion de prix. On est sur des aspects... Je pense que c'est la bonne méthode pour bien négocier. C'est pas de s'arc-bouter sur un montant, c'est de voir les à côté, voir les choses qui peuvent être au-delà de ça. Et pour un cédant, effectivement, je te rejoins. J'ai vu des dirigeants vendre moins cher qu'une autre offre. Oui. Parce que la personne, déjà, ça avait matché entre eux. Oui. Voilà, et c'est important. Je pense que ça matche entre un vendeur et un acheteur. Et parce que la personne avait promis, alors les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais il avait dit, moi je garde vos collaborateurs pendant, si on reste à ce niveau-là de chiffre d'affaires, de rentabilité, je garde tout le monde. Et ça parle aux vendeurs. Donc messieurs, mesdames, les acheteurs d'entreprises, pensez bien à l'aspect social de ces gens-là, parce qu'ils ont tout mis dans leur boîte et c'est parfois un peu leur famille en fait. Hein. Oui, alors c'est clair. Et alors je vais prendre un cas, j'y pense, alors ça a un petit peu tourné comme un cheveu sur la soupe, mais j'aimerais bien le placer celui-là, c'est que j'ai une fois un repreneur qui a réussi, alors qu'il y avait de la concurrence sur le dossier, il y avait 4 acheteurs, et sur les 4 acheteurs, il y en avait 3 qui avaient fait une offre très rapidement, donc on n'était quand même pas sur rien du tout, mais c'est le repreneur en fait qui a fait bénéficier au cédant des compétences de son propre conseil. Je m'explique. Il a dit au cédant, ok, moi je vais faire une proposition, mais ce que vous voulez, c'est pas bon pour vous. Parce que vous allez en fait fiscalement vous prendre une douille terrible. Et en fait, c'est le conseil du repreneur qui a fait un schéma un schéma fiscal en fait pour aider le cédant. Et ce qui a fait gagner vraiment les deux sur les... Ça a été win-win. Ouais, c'est win-win. Il y a vraiment eu un cas où là en fait on peut se dire, et c'est incroyable, c'est qu'il n'a pas joué sur des arguments sociaux, sur des arguments de prix de vente ou quoi. En fait, il a emporté parce qu'il a apporté quelque chose, une valeur ajoutée au cédant par rapport à sa transmission. Voilà quelqu'un de malin. Et il a payé la boîte moins cher que les autres. Et il a payé moins cher que les autres et ça lui a payé son conseil. Donc, non, mais c'est vrai que on a une tendance quelquefois à se dire il faut être le mieux disant au niveau prix, mais non, il y a quand même des fois, il faut être attentif. S'il y a quelque chose à retenir de ça, c'est à mon avis c'est ça. C'est être attentif à la situation du cédant. Et bien sûr, quand je vois les mises en relation avec des repreneurs, alors il y a toujours un petit avantage quand même sur les conditions de cession pour des reprises par croissance externe, dans le sens où le repreneur il a plus de marge de manœuvre, il peut garder le dirigeant quelque temps. Si le dirigeant ça l'arrange de faire des piges comme commercial, et ça c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus souple que quand on est repreneur personne physique où il faut quand même prendre la place du patron et que ça se fasse relativement vite, parce qu'on ne peut pas avoir deux têtes dans l'entreprise. Ouais. Donc ça c'est vrai qu'il y a un petit avantage.
Et pour le repreneur personne physique, je pense que là où il peut vraiment jouer sa carte, c'est dans la capacité d'empathie. Parce que le dirigeant, il va toujours, dans son discours, laisser transparaître un petit peu ses propres petites craintes, ses propres attentes, et ce n'est pas forcément des choses qu'on voit dans un dossier de présentation. Donc le repreneur, là où il a sa carte à jouer à mon sens, enfin à mon avis, c'est qu'il faut être hyper attentif. Parce que quelquefois, c'est une opération, il vend son entreprise, mais sa préoccupation, elle n'est pas là. Sa préoccupation, c'est peut-être plus l'immobilier, c'est d'avoir quelqu'un qui va assurer, qui va payer les loyers pour sa retraite. Voilà. Donc, le fait de bien comprendre ça, de bien lire ça, pour un repreneur, c'est un énorme avantage. Parce qu'il va prendre en fait le pas sur les autres, il va emporter l'adhésion. Hyper clair. Alors, justement, si on doit s'adresser aux repreneurs maintenant, quelqu'un qui envisage de reprendre une entreprise, alors il peut avoir un passé de salarié ou il peut être en train de se dire que c'était bien ce qu'il avait fait dans sa première entreprise ou sa seconde, mais il a envie d'autre chose, de changer de région, pour tout un tas de raisons. C'est quoi les choses à préparer en amont quand on veut bien se préparer à reprendre une boîte existante et question subsidiaire, créer ou reprendre? Telle est la question. Alors, créer ou reprendre, tu te mets à la place d'un dirigeant d'entreprise déjà. Je me mets à la place de la personne qui se dit, c'est vrai qu'il y a plein d'entreprises à vendre, qui vont être à vendre, et pourquoi je ne regarderais pas de ce côté-là? Dois-je créer une entreprise ou dois-je reprendre une entreprise? Déjà, c'est pas du tout la même chose. Et si la réponse c'est je veux reprendre une entreprise, il y a des gens qui ont des freins, des croyances limitantes. J'ai besoin de payer la boîte cash, il faut que j'ai le montant total sur mon compte, il faut que j'ai aucun prêt, tu vois, il y a des choses comme ça. Parce que je pense aussi que si ces entreprises ne sont pas reprises, c'est parce qu'il y a des gens qui n'y pensent même pas en fait, alors qu'ils pourraient être à leur place. Je te confirme, étant donné que à peu près une mise en relation sur 2 que je vais faire sur un dossier de cession, c'est une mise en relation qui est faite avec un dirigeant d'entreprise qui n'était pas du tout orienté sur la croissance externe. Ah voilà. Et je vais te dire que statistiquement, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ne sont pas moins nombreux en fait à reprendre. On leur met l'information, on leur met l'opportunité, ils réfléchissent à cette opportunité qui se présente, ça les fait réfléchir de façon globale à leur projet de développement. Ça a du sens ou ça n'en a pas. Si ça n'en a pas, ils vont pas plus loin. Et si ça en a, en fait, on avance et on peut aller au bout. Et puis si c'est pas celle-là, c'est une autre. Et si c'est pas parce que ça crée une logique. Ah oui, parce que je récupère quelquefois sur une mise en relation, il n'est pas du tout rare que la personne n'aille pas au bout, mais qu'elle me sollicite pour rechercher d'autres cibles. Ouais. Parce qu'elle a réfléchi à son projet. Alors là, c'est plus compliqué parce que surtout quand on a une entreprise qui n'est pas déjà extrêmement bien structurée, la reprise est séduisante parce qu'elle fait gagner du temps et que je pense que même si on paye un petit peu, on gagne quand même beaucoup de temps. Et que c'est vraiment précieux pour un dirigeant. Mais là où il risque d'en perdre par la suite, c'est que c'est plus compliqué que ce qu'on imagine. C'est toujours plus compliqué que ce qu'on imagine. C'est plus compliqué au niveau social. Il y a toujours un problème de culture d'entreprise qui est pas évidente. Et puis, plus grave, c'est que le dirigeant a souvent en fait minoré l'implication personnelle qu'il doit avoir dans le projet. Et comme il le fait sur la confiance d'une réussite entrepreneuriale, eh bien, il ne s'entoure pas forcément. Et là, ça peut poser des problèmes parce que la banque, elle va avoir tendance à le suivre, vu que son schéma, on voit qu'il apporte des garanties. A priori, ça passe. Ça passe. Et la banque, il faut bien qu'elle continue à financer des opérations. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est rare qu'il y ait une reprise et que ça pose des problèmes, que ça ferme. Mais le dirigeant, en fait, il se met quand même dans une situation extrêmement délicate parce qu'il ne met pas en danger que l'entreprise qu'il rachète, il met en danger aussi son entreprise au départ, parce qu'il va devoir consacrer énormément de temps et souvent il pense que ça va être plus simple que ça. Ouais. Oui, parce que c'est un qui tout double. C'est j'ai réussi la première ou la deuxième ou la troisième, morceau avalé n'a plus de goût, quoi. Donc on passe à la suivante, sauf que il y a des surprises. Oui, des fois plus grosses. Oui, parce qu'il y a des boîtes qui rachètent des boîtes plus grosses qu'elles. Ça là, arrive. J'ai eu un cas, alors c'est pas moi qui l'ai accompagné sur cette croissance externe, mais j'ai un client qui est
une grosse entreprise dans le domaine de la maintenance industrielle. C'est une belle boîte, hein, il y a déjà plus de 200 salariés. C'est une entreprise qui avait déjà fait 4 opérations complètement réussies. D'accord. Donc ils se sont dit j'ai une expertise dans la reprise d'entreprise. Oui. Ça y est, Alors, je suis arrivé. Ils ont acheté d'abord une entreprise, ils étaient plus petits à l'époque, mais la première acquisition, c'était une petite entreprise d'une dizaine de salariés, la seconde, une vingtaine de salariés, la troisième acquisition, c'était une quarantaine de salariés, jusqu'à ce qu'ils arrivent en fait à une proposition d'une entreprise qui était déjà en difficulté sur un métier différent et qui les intéressait, mais très grosse. La difficulté en fait, c'était que la culture n'était pas du tout la même. On est passé d'une culture industrielle à une culture bâtiment, et là ça a été tellement complexe qu'on est sur une entreprise qui s'est retrouvée fragilisée du jour au lendemain. Donc il faut avoir beaucoup d'humilité. Malgré tout, statistiquement, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. C'est que les reprises, on sait mesurer ça. Une entreprise qui reprend une autre entreprise, si c'est une entreprise de 20 qui rachète une de 10, 5 ans après, elle sera plutôt à 50 ou 60 salariés. C'est quand même plutôt une réussite. C'est un effet de levier, c'est un accélérateur, c'est un accélérateur assez franc, tout à fait. Alors qu'à l'inverse, si on regarde les chiffres de la création, le taux de défaut dans les 3 premières années, c'est énorme. C'est énorme. Et même pour une entreprise qui cherche à créer de toutes pièces en fait une nouvelle agence. Alors c'est des fois intéressant parce que quand on a un concept très précis qui sort un petit peu de ce qu'on trouve sur le marché, c'est pas évident. Si on prend le cas des commerces par exemple, il y a très peu de commerces qui font l'objet de croissance externe, dans les tout petits commerces. Souvent parce qu'ils sont tellement petits qu'il n'y a que le dirigeant ou la dirigeante, donc ça limite l'intérêt d'une reprise. Mais au-delà de ça, c'est surtout parce que quand on est sur une logique B2C, il y a un marketing, il y a une caractéristique forte de l'entreprise, et quand on en rachète une, en fait, c'est rare qu'on ait quelque chose de semblable, donc c'est pas cohérent. Il faut qu'on reste très cohérent en matière de stratégie. Et ce n'est pas forcément le cas. Donc je pense que pour la création, c'est plutôt pour des entreprises qui ont un concept fort. Qui duplique un modèle. Oui, mais si tu prends par exemple une entreprise qui est dans le domaine de l'électricité et qui veut, pour répondre à des appels d'offres par exemple, acheter une entreprise qui fait déjà de la réponse aux appels d'offres sur par exemple de la plomberie, ça lui permet d'avoir un lot complet. Et là, ça a du sens, et je dirais que ça a d'autant plus de sens qu'elle va racheter un savoir-faire, qu'elle va gagner énormément de temps. Et puis il y a une synergie entre les métiers. Et là, franchement, je n'irai pas sur une création là-dessus parce qu'on se casse les dents, on se prend plusieurs fois. Et là, en fait, racheter une petite entreprise à 150, 200 ou même 500 000 euros, tu gagnes un temps dingue. Tu achètes le label pour faire le métier, quoi. Oui. Et des fois, tu achètes même une entreprise pour des appels d'offres, justement. Tu achètes une entreprise 62 alors que toi, tu es 59. Oui, parce que pour pouvoir avoir le département qui va bien. Voilà. Non, mais en fait, je suis là, ça y est. Voilà. C'est intéressant. Ok. Écoute, je te remercie pour cet échange complètement pas préparé, mais voilà une discussion de gens qui travaillent dans le métier et qui connaissent les entreprises et la transmission et la cession et le financement. Donc prochain épisode, on verra forcément la partie comment on va financer tout ça. Donc on va recevoir un banquier. Bonne idée. Et oui, parce que pour boucler la boucle, évidemment. Et puis on recevra aussi quelqu'un qui a fait une croissance externe qui a fonctionné. Super, il y en a plein des exemples. Ça marche. En tout cas, merci Maxime. Merci à toi. Et puis on mettra tes coordonnées, les liens vers ton site web pour que les gens puissent quand même te retrouver. Écoute, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.